C'est passé juste de gestes à me retrouver coincée dans une cabine, à ne pouvoir rien faire, à être complètement bloquée et à devoir subir des agressions et des viols. J'ai débuté la natation quand j'avais 4 ans et demi, en accompagnant mon père qui faisait de la rééducation après une opération du dos. Rapidement, je me suis sentie super à l'aise dans l'eau et j'ai découvert que c'est vraiment mon élément. Du coup, je suis restée, j'ai continué à m'entraîner, j'ai découvert une espèce de seconde famille dans le club de Sarcelles et j'ai arrêté peu de temps après avoir passé mon bac. J'ai essayé de continuer à nager après, mais c'était trop compliqué avec ce que j'avais vécu. Et même encore maintenant, j'ai un peu du mal avec les piscines. Donc c'était un coéquipier. Au début, on était dans les mêmes groupes. Et puis moi, j'avais pas le même niveau que lui. Il était plus fort que moi. Donc il a nagé dans les groupes élites supérieurs à moi. Mais c'était les mêmes horaires d'entraînement plus ou moins. On se retrouvait dans les vestiaires. On était dans la même classe. Donc en fait, quand on est en sport-études, on était vraiment tout le temps ensemble. Les faits ont commencé en seconde. Quand on est rentré au lycée, tout avait un peu changé. On n'était plus les mêmes personnes qu'on était au collège, etc. Et ça a commencé très progressivement. Au début, c'était que des gestes déplacés, beaucoup de blagues, beaucoup de choses comme ça. C'est monté en puissance de plus en plus. Donc c'est passé juste de gestes à me retrouver coincée dans une cabine, à ne pouvoir rien faire, à être complètement bloquée et à devoir subir des agressions et des viols. Au début, je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Je me rappelle encore de la fois où, prise d'un sursaut de lucidité, où je ne sais pas, je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin, souvent le mot pourquoi revenait. Et il m'a dit mais parce que tu ne mérites que ça. Et en fait, je l'ai totalement intégré. Je me disais en fait, je ne mériterais que ce genre de choses toute ma vie. Enfin, c'était normal de subir ça, quoi. Et c'est en voyant une brochure sur les violences sexuelles qui était dans le bureau de l'infirmière du lycée, qui avait marqué noir sur blanc la définition du viol qui était toute pénétration forcée. Et c'est là que j'ai compris ce que je vivais en fait. Quand j'ai compris, il y a eu la honte qui était déjà très présente parce que je pensais que c'était de ma faute, que c'était moi qui méritais que ça. Et la honte en fait elle s'est multipliée parce que je me suis dit ah ouais mais là en fait je suis une victime, genre je suis faible, j'ai laissé faire ça et je culpabilisais et je me disais ça se trouve il fait ça avec d'autres filles, qu'est-ce que je fais, j'étais totalement perdue en fait. J'ai essayé d'en parler un petit peu au club, notamment à la vice-présidente du club qui m'a totalement rembarrée. Comme je n'arrivais pas à prononcer les bons mots, j'y suis allée de manière très maladroite. Au début, j'ai demandé à ce que des vestiaires non mixtes soient rétablis, qu'on puisse avoir un vestiaire fille, un vestiaire garçon. On m'a dit que je faisais des ennuis pour rien et que ça se passait très bien comme ça et que de toute façon ça allait continuer. Il n'y avait que moi qui me plaignais. Ensuite, j'ai dit que donc j'ai nommé ce garçon et j'ai dit que c'était vraiment pas normal ce qui se passait, qui m'embêtait, etc. Elle m'a dit d'abord que j'étais jalouse, notamment de son niveau sportif et puis de sa copine. Elle m'a dit que de toute façon c'était comme ça que les adolescents garçons exprimaient leur intérêt pour les filles, que c'était difficile de se retenir quand on était en maillot de bain toute la journée entouré de jolies filles. Quand j'ai pressé un petit peu, on m'a dit que de toute façon lui il était dans une équipe supérieure pour les interclubs notamment, que de toute façon il avait des meilleurs résultats que moi en natation et que donc fallait pas que je fasse de vagues. J'ai fini par porter plainte après une tentative de suicide et un ultimatum de ma mère qui m'a dit écoute soit tu en parles et tu essayes de guérir entre guillemets, soit on te fout, tu te laisses mourir quoi. Et du coup je me suis dit ok effectivement quelles sont mes options, qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc là je suis allée voir une psy, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à réussir à prononcer le mot viol parce que on est à plusieurs années après et maintenant j'arrive à en parler, mais sur le moment même le mot viol j'arrivais physiquement pas à le sortir de ma bouche, donc c'était un peu compliqué pour porter plainte. Donc quand j'ai vraiment réussi à faire ça, la première chose que je me suis dit c'est il faut pas que ça arrive à d'autres filles. Qu'est-ce que je fais pour ne pas que ça arrive à d'autres filles? C'était porter plainte. Je pensais être soulagée de porter plainte et en fait le moment où je suis sortie du commissariat, où j'ai signé les papiers et où on m'a expliqué quelles seraient les prochaines étapes de la procédure, là ça a été la crise de panique. Il y avait tellement de choses à faire. J'avais des rendez-vous avec le médecin légiste. Il faut avoir un entretien avec un psychologue, avec un psychiatre. Il faut revenir passer à l'assistante juridique. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'avais mis le doigt dans un nouvel engrenage et qu'il allait falloir que je me batte, puisqu'il est présumé innocent et que nous, on est présumé menteuse. Donc en fait, c'est nous les victimes et c'est nous qui devons prouver qu'on ment pas. Donc ça va faire de très longues années que le dossier est en cours de procédure. Le dossier a d'abord été classé sans suite, ce qui m'a tellement révoltée qu'après avoir encaissé la nouvelle, j'ai fait le travail moi-même d'enquête, on va dire. J'ai contacté tous les gens avec qui j'avais complètement rompu le contact de la natation pour savoir s'il y avait peut-être des gens qui avaient vu des choses ou qui étaient capables de témoigner de certaines choses, notamment qui rentraient dans les cabines des filles, puisque c'était quelque chose de très connu. J'ai contacté de plus en plus de monde, j'ai contacté des anciennes personnes du lycée et en fait, finalement, il y a une journaliste qui m'a contacté
contacté. J'en ai parlé dans les médias et c'est là que son nom est sorti. Il a donné une interview et c'est là aussi que le dossier a été réouvert. Donc j'avais fait trop de vagues cette fois-ci. Donc le procureur a décidé de réouvrir le dossier et ils ont trouvé d'autres victimes. Malgré ça, il est sous contrôle judiciaire et j'attends des nouvelles de la justice. Le problème des violences sexuelles dans le milieu du sport, c'est que souvent les cadres autour ne sont pas formés à écouter les paroles des victimes et ne sont pas formés à prendre les bonnes mesures. Et quand on voit que c'est toujours la performance et l'image d'un club qui compte plus que des vies de victimes, ça reste très difficile à avaler, que ce soit ça en 2024. Malgré tout, j'arrive à transformer ça en quelque chose de positif. J'essaye de faire changer les choses, c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui. Et c'est aussi pour envoyer des messages auprès de personnes qui souffrent de ça en silence en leur disant qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de gens à qui elles peuvent parler, même si elles ne veulent pas porter plainte. Il y a des moyens de s'en sortir et il y a des moyens de faire changer les choses.